Et pour nous éclairer sur cette pandémie, l'éminent professeur Philippe Sansonetti. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes médecin microbiologiste titulaire de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses au Collège de France, professeur émérite aussi à l'Institut Pasteur et membre de l'Académie des sciences. On va citer plusieurs de vos ouvrages au cours de cet entretien qui s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec le prestigieux Collège de France. On le voit d'abord à l'image, Vaccin aux éditions Odile Jacob. Et puis Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée au seuil. Vous nous direz pourquoi pandémie annoncée. Alors d'abord peut-être sur cette information, c'est le type même d'information que le grand public a du mal à comprendre. À Marseille, l'Agence régionale de santé déclare que le nouveau virus, en tout cas le nouveau variant du coronavirus est maîtrisé, sous contrôle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire probablement que nos collègues marseillais ont fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que quand une épidémie démarre, que ce soit initialement le virus qu'on a connu depuis le début ou d'un seul coup l'apparition d'un variant, comme je dis toujours, il faut lui sauter à la gorge. C'est-à-dire qu'il faut très très vite aller chercher les personnes qui présentent ce virus, en l'occurrence ici ce variant de virus, les identifier. Ça demande un gros travail de virologie moléculaire, de séquençage, de façon à repérer si c'est ou non le variant en question. Et ensuite, bien entendu, d'isoler ces personnes et leurs contacts. Si on fait le travail correctement, on peut considérer que la situation est sous contrôle ou en voie d'être contrôlés. Je ne sais pas exactement où ils en sont, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Pas d'immunité collective en 2021, malgré les campagnes de vaccination. C'est ce que déclare l'OMS. On écoute et vous réagissez juste après. Même si les vaccins commencent à protéger les plus vulnérables, nous n'atteindrons aucun niveau d'immunité de la population ou d'immunité collective en 2021. Et même si cela se produit dans quelques poches de quelques pays, cela ne protégera pas les gens dans le monde entier. Ça sème le doute pour le grand public ? Non, je pense qu'il faut... Ça peut semer le doute, bien entendu, mais je pense qu'il faut expliquer la situation. Et nos concitoyens, en général, sont capables de comprendre ce genre de situation. Les choses sont allées tellement vite. Ces vaccins arrivent progressivement sur le marché. On ne sait pas encore non plus leurs performances respectives en matière d'efficacité de vaccination. Vont-ils se protéger uniquement contre la maladie, contre les formes graves, ou éventuellement protéger contre la circulation du virus, en éradiquant le virus des cavités nasopharyngées. Tout ça, ce sont des questions qui sont encore avec quelques points d'interrogation, plus la disponibilité de ces vaccins. Il va y avoir des tensions sur la production. Donc il est clair que les choses vont s'étaler dans le temps. Il est clair qu'on va probablement, en tout cas dans nos régions, très vite pouvoir protéger contre la maladie. La protection collective, c'est-à-dire celle qui nécessite une protection très large, une couverture vaccinale de l'ordre de 70%. On l'atteindra probablement d'ici la fin de l'année dans nos régions occidentales, grâce au démarrage précoce des vaccinations. Mais il y a tout le reste du monde qu'il ne faut pas oublier. Il y a les pays du Sud, il y a les pays pauvres, il y a les pays qui ne peuvent pas se payer soit ce type de vaccins tels qu'on les utilise à l'heure actuelle, soit l'infrastructure de chaîne du froid qui est nécessaire à leur maintien. Donc cette maladie, depuis le début, crée des fractures, créer des inégalités, et la vaccination du Sud va devenir très rapidement une priorité, à la fois par éthique pour ces populations, et puis parce que s'il reste trop longtemps des poches de régions infectées, le virus va commencer à circuler d'une pandémie. Et probablement la saisonnalité éventuellement va s'installer. Et là, l'OMS aussi, c'est pour rappeler qu'il faut bien entendu garder les mesures barrières et les gestes barrières. Le vaccin, dites-vous, c'est notre seule chance de nous en sortir. Quid des traitements? D'ailleurs, on apprend qu'en Argentine, un sérum équin immunisant développé par des scientifiques commence à être administré dans des hôpitaux d'Amérique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, on a dit depuis le début qu'en fait, il y avait deux éléments dans cette maladie. Il y a les traitements, et en particulier les antiviraux ou certains traitements plus ou moins adaptés pour éviter les formes graves. Et puis, il y a la prévention par le vaccin. Les traitements prennent du temps. C'est évident. On peut imaginer effectivement de traiter les patients infectés avec des cocktails d'anticorps, avec des anticorps monoclonaux, comme on dit, ou des anticorps polyclonaux venant du cheval. On revient à la sérothérapie du début du XXe siècle. C'est extraordinaire, ce retour en arrière. Mais c'est pas un vaccin. Il faut le donner plusieurs fois. C'est une administration complexe. Le vaccin, vous injectez une fois, deux fois, et les gens sont protégés. C'est le bénéfice
coût extraordinaire des vaccins par rapport aux thérapeutiques qui sont complexes. Maintenant, il faut garder la main sur les thérapeutiques et continuer à les développer. Il ne faut surtout pas faire ce qu'on avait fait lors du SRAS, c'est-à-dire se dire... Ça va, l'épidémie est passée, c'est sous contrôle et beaucoup des études qui avaient été démarrées en thérapeutique ont été arrêtées. Donc ça, il faut les encourager parce elles sont toujours nécessaires. Il y aura des trous dans le tapis, si je puis dire vulgairement. Des personnes non vaccinées, mal vaccinées peuvent développer la maladie et il faudra des traitements. Oui. Le problème, c'est que c'est très difficile. Les anticorps, c'est une option. La chimie thérapeutique en est une autre. On en aura sûrement à terme. Mais quand vous regardez le temps qu'il a fallu pour faire 3 médicaments associés pour l'hépatite C ou pour le sida, 15 ans. Alors là aussi, le temps scientifique s'accélère, mais on voit bien que les vaccins sont quand même dans une dynamique de réactivité très rapide pour le contrôle des épidémies. Alors il y a donc ce nouveau variant britannique et un nouveau variant en Afrique du Sud, désormais un nouveau au Japon. Ils sont, semble-t-il, plus contagieux. En France se pose une question notamment de la contagiosité chez les enfants. Est-ce qu'on a plus d'informations à ce sujet? Il se dit qu'il serait plus contagieux avec ce variant? Vous savez, ce qu'on a vu dans la dynamique de l'épidémie du mois de mars, avril, mai en France, c'est que, bien sûr, ce sont d'abord et avant tout les personnes âgées et fragiles qui sont touchées. Mais ce qu'on a vu aussi rapidement, en particulier au pic exponentiel, dans la période exponentielle de l'épidémie, en avril, c'est que tout doucement, les plus jeunes étaient touchés. On voyait des jeunes adultes en réanimation et pas nécessairement avec des comorbidités. Et puis on a vu des syndromes de Kawasaki, c'est-à-dire des vascularites liées à ce virus chez l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, je prends toujours l'exemple des canaris dans les mines du 19e siècle. C'est les canaris qui disparaissent les premiers. Mais après, ce qu'on faut comprendre, c'est la dynamique épouvantable d'une épidémie quand elle est en marche. Et à un moment, toute la population va être concernée. On va commencer à voir apparaître des cas dans des circonstances où ils n'apparaissent pas normalement. Parce que tout le monde est touché. Et si un virus, malheureusement, a plus de capacité de transmissibilité à la population, il va accélérer encore ce processus où toute la population risque d'être touchée. On va commencer à voir des cas chez les enfants, chez les adultes jeunes. Ça, c'est ça une épidémie. C'est pour ça que le vaccin est vital dans tout ça. Alors dans votre ouvrage, il y a ce mot, on pourrait dire chronique d'une épidémie annoncée. C'est pas le titre de votre livre, mais quand vous dites avancer, c'est ça. Annoncer, c'est bien ça. Annoncer. Pourquoi en fait? Vous aviez d'ailleurs écrit aussi un autre ouvrage déjà en 2015, il y a 5 ans, qui lui parlait vraiment du retour des épidémies. Des épidémies, oui. On est, je et d'autres, annonçons depuis. Alors on nous a un peu traité de prédicateurs d'apocalypse, mais vous vous basez sur quoi? Sur la destruction des barrières naturelles, la déforestation? Oui, parce que et puis la population mondiale augmente, les transports augmentent, donc tout événement qui aurait dans d'autres temps serait resté localisé. Regardez Ebola en Afrique est resté très longtemps en petit cluster au fin fond de la forêt. Et puis d'un seul coup, en 2014-2015, il a explosé sur 3 pays en Afrique de l'Ouest à cause de problèmes d'insécurité alimentaire, à cause de sécheresse, à cause d'accès à la ville. Et la densité des populations a fait que l'épidémie a explosé. Donc on est en permanence dans une situation pandémique. On attendait la grippe aviaire, on a eu le SRAS. On a eu ensuite, bien entendu, cette grippe H1N1, et puis il y a eu le MERS, un autre coronavirus. Donc on est au 3e coronavirus. Il faut se dire qu'on va vivre maintenant avec cette menace de coronavirus au même titre qu'on vivait avec la menace de la grippe. D'où vient ce virus? Des experts de l'Organisation mondiale de la santé sont attendus à Pékin après-demain, jeudi. On ne sait pas encore aujourd'hui à 100%. Le pangolin est évoqué. Aujourd'hui, on parle peut-être d'un chaînon manquant, à savoir ce vison. On sait qu'il y a des élevages qui ont été abattus, notamment au Danemark. Ce qui est à peu près certain, c'est que la chauve-souris est l'animal réservoir. Et c'est là aussi que probablement le virus s'éduque et a évolué, comme c'est chez un mammifère, préparant au fond sa capacité de sauter d'espèce de mammifère à espèce de mammifère de façon relativement aisée. C'est pour ça que ce coronavirus, maintenant le bêta-coronavirus, doit être vraiment sur la carte. Il faut le surveiller comme le lait sur le feu. La question c'est, est-ce qu'il y a
un réservoir intermédiaire. C'est-à-dire, est-ce que c'est un passage direct de la chauve-souris à l'homme ou est-ce que c'est passé par un animal intermédiaire? Ça, franchement, pour l'instant, on ne sait pas. Et je ne suis pas certain que cette équipe de l'OMS, quelle que soit sa qualité, en quelques jours, puisse trouver la solution. En tous les cas, tout le monde se lave. On a remarqué beaucoup plus les mains depuis le début de cette pandémie. On ne va pas s'en plaindre. Il y a beaucoup moins de gastro-entérite, beaucoup moins de grippe, même cette année notamment. Vous le dites quasiment pas. Ça marche. Mais vous avez écrit un livre qui s'appelle « Tu aimeras tes microbes comme toi-même » aux éditions du Collège de France. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de tendre vers des sociétés hygiénistes? On y est passé déjà aux sociétés hygiénistes. On est en train justement, en ce moment, je pense, de retrouver ce que les microbes ont de bon pour nous. Il faut trouver un juste milieu. Comme dans tout, il est clair que le début de l'aventure microbiologique a été marqué par la lutte contre les pathogènes. On a un petit peu oublié que l'immense majorité des microbes étaient bénéfiques, pas uniquement les nôtres, les microbes de l'environnement, les microbes en agriculture. Donc c'est un peu un plaidoyer pour regarder ces microbes et laisser les vivre de manière à ce que nos écosystèmes ne souffrent pas. Parce qu'on parle beaucoup de diminution de la biodiversité. On parle rarement de la biodiversité des microbes. Or, la diminution de la biodiversité microbienne risque d'avoir des conséquences terribles à la fois sur notre santé, sur la santé des plantes, sur l'environnement des océans en général. Donc, c'est quelque chose d'important à avoir. Merci beaucoup, professeur Philippe Sansonetti, de nous avoir éclairé de la sorte donc sur TV5.